Bonjour Simon, j'espère que tu as passé une très bonne journée. On s'est vu très tôt ce matin. Je vais donc essayer de faire un enregistrement assez rapidement pour éviter d'avoir des problèmes. Donc je vais commencer avec la page 84 du livre La France contemporaine. Voilà, donc les Français et l'Europe. Je pense que c'était ça, hein, la page 84. Ouais, je regarde encore. On avait fait l'euro, etc. Donc voilà. Les Français et l'Europe. La France et l'Allemagne peuvent être considérées comme les locomotives de l'Union européenne, tandis que le Royaume-Uni est souvent hostile aux directives de celle-ci, au nom de la souveraineté britannique. Les événements les plus importants qui ont contribué à l'intégration européenne se sont passés dans les années 80 et 90. Donc ici, même si on a l'année, on va dire les années 80 et 90. Surtout pendant le long mandat présidentiel de François Mitterrand, qui était un fervent pro-européen. Il a compris que la construction européenne pouvait avoir de grandes conséquences avantageuses pour l'économie de la France, notamment dans le secteur agricole. La France est de loin la première puissance agricole de l'Europe. Mitterrand avait décidé de soumettre le traité de Maastricht avec son programme d'Union européenne et d'union monétaire à un référendum en France. Il n'était pas obligé de le faire puisque l'Assemblée nationale avait déjà approuvé le traité. En 1992, les Français ont voté et les oui l'ont emporté de peu. 51% contre 49%. D'après les sondages, une majorité des citoyens urbains, instruits, professionnels et jeunes ont voté pour. Les citoyens ruraux, non instruits, petits commerçants et âgés s'y sont opposés en grand nombre. De façon générale, les conservateurs voulaient une vieille France traditionnelle, tandis que les progressistes voulaient une France européenne et libérale. La même chose qui s'est passée avec le Brexit. Les Français grognent parfois contre la bureaucratie de Bruxelles, comme ils grognent contre celle de Paris. Certains ont protesté, voire manifesté, contre les nouveaux règlements et standards imposés par la Commission européenne dans les domaines de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Par exemple, le règlement de la pêche des coquillages en Bretagne et de la chasse dans les Pyrénées. La directive de Bruxelles, qui aurait obligé l'emploi du lait pasteurisé dans le camembert, a provoqué une si grande résistance que la Commission a décidé de faire une exception pour certains fromages français. Toujours est-il qu'en général, les Français se sentent très engagés dans l'initiative européenne. Je rigole. De tous les pays membres, c'est la France qui a le plus préconisé la monnaie unique. Alors, il y a plusieurs points que je veux éclairer. Les personnes qui ont préconisé la monnaie unique sont généralement les politiciens, non pas forcément les Français. Ensuite, surtout à cette époque, hein, ils n'étaient pas très pour la monnaie unique. Ensuite, le camembert, les fromages, recette unique. C'est vrai qu'il est difficile de changer un peu ces recettes et il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas finir comme aux États-Unis avec des fromages qui sont pasteurisés, ultra pasteurisés. Voilà. Euh, c'est une tradition. On a les fromages qui sont faits avec du lait cru, du lait non pasteurisé. Donc c'est vrai que je peux comprendre la critique. Et le troisième point, c'est sur la chasse. Les Pyrénées, c'est très grand. Il y a les montagnes, et pour contrôler la chasse dans les Pyrénées, ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc, et c'est vrai qu'il est difficile de contrôler ce que les chasseurs chassent. Voilà. Moi, j'ai de la famille dans les Pyrénées, dans les petits villages aussi, où il y a cette famille qui aime chasser tous les ans le renne. Alors, je suis contre ça, je suis contre la chasse,
parce qu'on vit dans une société où on n'a pas besoin de chasser pour se nourrir. Euh, et généralement, les chasseurs ne sont pas très éclairés intellectuellement. Et c'est, comment dire, c'est vrai que c'est pas évident de contrôler ces chasseurs dans les Pyrénées parce qu'il faut les suivre, il faut savoir ce qu'ils font exactement. Donc c'est pas évident. Enfin bref. L'Europe et les États-Unis, je vais lire le premier paragraphe. L'Union européenne est aujourd'hui la première puissance commerciale du monde. L'Union européenne et les États-Unis d'Amérique possèdent les deux économies les plus importantes et les plus développées du monde. La population de l'Union est de 495 millions, celle des États-Unis est de 300 millions, un peu plus. Les deux constituent ensemble à peu près la moitié de l'économie mondiale entière. L'Union européenne est le partenaire commercial le plus significatif des États-Unis et l'inverse est également vrai. Depuis 1990, l'Union européenne et les États-Unis ont signé des accords en faveur d'une grande coopération. Dans la déclaration de Bonn en 1999, les deux se sont engagés à créer un partenariat égal dans les affaires économiques et politiques et dans celles concernant la sécurité. Ok. Alors ici, je voulais regarder quelque chose en fait. Je vais essayer de revenir à la première page. Voilà. En fait, non, c'est pas ça. Pour voir quand ce livre a été publié. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose ici. Alors, 2010, 2005, ok. Si j'arrive à atteindre la dernière partie. Donc, ce n'est pas forcément... Donc, ça, c'est la 4e édition. Je veux voir la dernière page, 342, qui n'est pas forcément... 301. Donc, ici, il n'y a rien. C'est le dictionnaire. Je dirais que ça a été publié au début des années 2000. Et donc Nice avant les attentats. Ça, c'est le palais du Luxembourg, Saint-Tropez, qui est très cher. Ah, les Pyrénées, c'est quoi ça? Collioure, je connais pas. Je connais pas. Mais tiens, ça c'est Albi. Tiens, ça je connais. Dans le Tarn. Le viaduc de Millau. Le Louvre. Enfin bref, je pense que c'est 2005, ou plutôt 2005-2010, donc je dirais que ce n'est pas très récent, mais en même temps, tiens, Notre-Dame, ce n'est pas un livre qui a été publié dans les années 90, donc je pense que c'est important de le noter. Une deuxième chose que j'aurais voulu te montrer, c'est Hugo Advanced. Je vais te montrer le début de, voilà, Advanced French. Donc tout est en anglais, sauf, il y a une partie en français, une partie en anglais. Et on a des textes ici. Voilà. On a un texte, un deuxième texte, et on a le vocabulaire qui est basé sur ces textes, et en même temps, on a de la grammaire. C'est léger, il n'y a pas beaucoup d'exercices, il y en a quelques-uns, mais je pense que la manière dont c'est organisé, c'est très bien. Je vais te l'envoyer demain. Ou peut-être ce soir, tu le téléchargeras quand tu veux. Et on pourra faire une partie si tu veux. Et en même temps, on reviendra à communication progressive du français niveau intermédiaire. Ok. Donc attention au tu, c'est toujours en début de phrase. Ok. Pour toi, pour avec toi, je te demande. Ok. On a te comme un pronom avant le verbe. Et on a un autre type de pronom avec toi, pour toi, ok. Mais tu est toujours en début de phrase. Hein. Nous avions parlé de la pêche et de la chasse. Hein, c'est un lobby aussi un peu partout. Je pense que c'est plus important en Europe. Je disais, les chasseurs tirent sur tout ce qui bouge, et c'est vrai. La chasse est beaucoup plus culturelle, je dirais, en Angleterre.
En France, on a aussi la chasse. On avait eu l'habitude d'avoir la chasse avant à cheval, mais maintenant c'est la carabine. On marche, on prend la Jeep et voilà quoi. Il n'y a pas vraiment de le côté élégant de la chasse française est inexistant. Voilà. Je voulais également te dire une bonne d'enfant ou une nounou, un nanny, ok, une nounou ou alors une bonne d'enfant. Le camembert fabriqué avec du lait pasteurisé ou alors du lait cru, raw milk. Quand on est enceinte ou on a des problèmes avec les produits frais, je pense que c'est important de se tenir à l'écart, ok, to stay away from these kind of products. Ensuite, je regarde si mon chat ne va pas m'embêter, non. Et une étiquette qui va dire c'est fabriqué avec du lait cru, donc attention. Aux États-Unis, il y a l'épidémie du sirop de maïs qui se trouve partout, même dans le pain. Il y a une surproduction de maïs aux États-Unis et le maïs est en fait mis partout dans tous les produits. Et au lieu d'utiliser le sucre de canne, eh bien, on utilise le sirop de maïs aux États-Unis. Beaucoup de bonbons aussi. On a to pour something, verser du liquide, verser des bonbons dans un sachet, etc. Tu m'avais parlé des bonbons anglais de ton époque. À cette époque, les bonbons étaient très durs, mais maintenant, les bonbons sont mous, avec un S, si tu veux dire les bonbons sont mous. Tous les bonbons maintenant sont mous, collants, avec un S, sticky, et ils enlèvent les plombages, the fillings. La communauté européenne, enfin l'Union européenne aime bien dicter la quantité de chocolat utilisé dans les bonbons, la quantité de viande utilisée dans les saucissons. On est loin du temps où le grand-père et la grand-mère fabriquaient son propre saucisson, ses propres produits. Voilà, et maintenant on va. Je peux comprendre l'idée derrière cela, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de gens qui utilisent des mots sans avoir forcément une bonne idée de ce que c'est. Voilà, je pense que c'est intéressant ce qu'ils font. Voilà. Parce que sinon, on a des produits d'Espagne qui viennent envahir le marché français avec des viandes, des pseudo-viandes, et on dira que c'est du saucisson. Je n'aime pas trop les produits espagnols. Il y a beaucoup de contrefaçons. Et il y a aussi des produits italiens qui sont contrefaits, mais généralement, je préfère acheter des produits italiens que des produits espagnols. Quand j'ai vécu au Mexique, quand j'ai travaillé pour HSBC, ING, et pour ce cabinet d'avocats, law firm, Jones Day, au Mexique, j'allais souvent dans un supermarché où les gens me disaient «Oh, les produits espagnols sont géniaux» et tout. Donc j'avais goûté du jambon, de l'huile d'olive, et c'était dégueulasse. Voilà. Dans les produits importés espagnols au Mexique, c'est une honte, c'est une horreur. Et il y a beaucoup de gens qui vont payer 10 fois le prix normal pour avoir accès à des produits espagnols. Je préfère les produits italiens parce que je les connais et je ne suis pas surprise. Voilà. Euh, Ensuite, les saucissons. Donc, ils veulent contrôler le plus petit détail ou les plus petits détails. Ok. To resolve, résoudre. Ok. En ayant été élevé dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, moi j'ai vécu avec mes grands-parents. Ils m'ont donné une éducation directe. Je n'ai pas vécu avec eux de temps en temps, non, j'ai vécu constamment avec eux. Et j'ai reçu leur éducation, donc une éducation italienne, une éducation polonaise. C'est comme si j'étais un peu la première génération de Français euh, qui avait fait des études en France. Euh, pour te révéler quelque chose, j'ai été adoptée par mes grands-parents parce que ma mère et mon père vivaient en Italie. Donc ils m'ont adoptée à temps plein. Voilà, c'est pour ça que pour moi, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose de très important parce que mes grands-parents ont
dû quitter leur pays respectif pour commencer une nouvelle vie. Voilà. Ils ont eu une vie de bohémien, voilà, à cause del Duce, euh, à cause de Hitler. Ma grand-mère est partie avec ses parents de la Pologne. Elle était née à Kelmo. Et ils avaient construit des camps de concentration et je ne pense pas que ce soit vraiment positif pour des enfants d'avoir ça dans les parages ou dans les environs. Mon grand-père est de Bergamo, dans le nord de la, de l'Italie, et ils ont tout perdu. Mais vraiment tout perdu, à cause de Mussolini qui a décidé de voler certaines propriétés. Il a essayé de voler surtout les aristocrates. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc je peux te dire que je ne suis pas une très grande admiratrice de Hitler et de ses idées et de cet impérialisme du Reich. Non, absolument pas du tout. Voilà. Et quand je vois des adolescents porter la croix gammée ou la svatika, je peux te dire que pour moi, ça me met en colère et en même temps, c'est une ignorance totale de la souffrance passée. Voilà, c'est comme si on tournait une page et puis on ne retient rien de la souffrance passée. Voilà, c'est dommage. The dumbing down of the population. C'est pour ça que c'est important d'enseigner l'histoire, toute l'histoire aux enfants. Voilà. Ensuite, sortir, to get out, to leave, to exit. Ok. Donc les crachats de feu, Spitfires, qui sortira dans les cinémas, qui montre en fait la défaite des nazis. Euh, c'est marrant de voir à quel point les Allemands étaient arrogants à cette époque. Il y avait également des Allemands qui refusaient le pouvoir du chancelier. Il y a eu une tentative d'assassinat qui a raté, et, mais il existait des soldats nazis qui étaient contre Hitler. Donc la puissance vient et va. Okay, on ne peut pas garder la puissance, le pouvoir indéfiniment. Okay. Concernant les États-Unis, c'est un peu la même chose. Hein. On a cette première puissance qui est en train de s'effondrer. Euh, Surtout quand on va détruire la main-d'œuvre pas chère, voilà, qui, si on refuse des intellectuels parce qu'ils sont irakiens, si on refuse euh, comment dire, des personnes qui peuvent participer à l'économie américaine parce qu'ils sont iraniens ou ils sont du Moyen-Orient, je trouve que c'est un peu archaïque. Voilà. La Chine va surpasser les États-Unis, c'est déjà fait. Euh, c'est intéressant de voir que les Chinois sont très disciplinés. Il n'y a pas forcément beaucoup de créativité, mais bon, qu'est-ce que la créativité? C'est relatif. Quand le business marche, peu importe la formule, peu importe l'équation, peu importe la manière dont c'est fait, les Chinois sont très forts en business, très très forts, plus forts que les Américains. Et j'ai dû gérer certains cas quand j'étais à Jones Day. J'ai été stupéfaite, pardon, je dois boire un peu d'eau. J'ai été stupéfaite de voir l'efficacité des avocats chinois vis-à-vis des avocats américains. C'est une... oh my God. C'est intéressant de voir comment les avocats américains se défendent. Ils se défendent comme par groupe de 20 ou groupe de 10. Ils ont une armée d'avocats pour défendre un cas qui est assez facile. Et l'argument est toujours l'attaque par différentes, comment dire, c'est un peu l'attaque de différents avocats avec différentes manières de penser, différents arguments. Mais les Chinois n'ont pas besoin d'une armée d'avocats pour défendre leur cas ou pour signer un contrat. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace. Et il y a moins
Euh, il y a moins de salive avec les Chinois. Enfin bref, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant d'étudier les stratégies juridiques aux États-Unis. C'est c'est que c'est que de l'apparence. Voilà, il n'y a pas forcément un contenu qui est très riche. Voilà, c'est intéressant. Enfin bref, étudier. Les Chinois étudient énormément. Ils vont également étudier aux États-Unis. Là, j'ai une mère chinoise qui est docteur. Comment, elle a son fils qui a 5 ans qui prend des cours d'anglais avec moi. Et elle me disait, elle voudrait que son fils étudie en Chine, mais qu'il passe un master euh, aux États-Unis. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui font ça. Ensuite, l'éducation est gratuite en Chine. Donc, il faut être intelligent. Voilà. Ne pas dépenser. Si on, a on peut, les Chinois, s'ils le peuvent, ils vont étudier principalement en Chine et passer un diplôme majeur aux États-Unis. Voilà. Pour booster le résumé ou le curriculum vitae. Donc on s'est vu aujourd'hui, jeudi à 10 h, tout s'est bien passé. Je te ferai l'enregistrement du cours d'italien un peu plus tard. Là, bon, je veux te dire, j'ai fait un enregistrement avant, je n'arrêtais pas de bâiller. Là, ça va mieux parce que j'ai... euh, peut-être que mon cerveau est plus éveillé. On se voit donc demain à 8 h pour le cours de français et tu passes une très bonne nuit. Et puis, fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Maintenant, je croise les doigts. J'espère que je n'ai pas fait ça pendant 20 minutes et pour rien. Je n'ai pas parlé pour rien. Alors, à demain. Au revoir.